Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte vraiment singulier. C'est le témoignage d'un jeune Italien né en 96. Il y raconte son cheminement, sa découverte, et puis l'acceptation de son homosexualité. C'est un mix d'introspection et de réflexion plus large. On va essayer de comprendre ensemble les étapes clés, ce qu'il a vécu à l'intérieur, et aussi sa confrontation au monde extérieur. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette double perspective constante. Il ne fait pas que raconter son histoire, il l'analyse avec des outils psychologiques, sociologiques même. C'est une tentative, je trouve, courageuse de cartographier une expérience très personnelle, et ça dans un contexte italien spécifique, une génération un peu prise entre un passé de jugement moral fort et une acceptation qui est encore incomplète aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ qu'il décrit, c'est une enfance, comment dire, complètement baignée dans ce qu'on appelle l'hétéronormativité. Mhm. L'idée que être hétéro, c'est la seule norme, la seule option, quoi. La famille, les médias, même les petites questions anodines genre Alors la petite amoureuse?» Oui, la fameuse petite fiancée. Exactement. Tout ça conditionne une image de soi comme étant forcément hétéro. Du coup, quand l'attirance pour les garçons arrive, c'est la surprise totale, le choc. Un choc, oui, et souvent, comme il le raconte bien, ça s'accompagne de culpabilité, voire de déni pur et simple. L'attirance, elle est là, elle est spontanée, mais elle se heurte violemment à tous les schémas qu'il a appris, qu'il a intégrés. Ça crée une dissonance cognitive très forte. C'est non, ça ne peut pas être moi, c'est forcément un problème. Oui. Ces cuites intérieures pour réprimer quelque chose qui est, au fond, involontaire, c'est épuisant. Ça peut mener à beaucoup d'anxiété, parfois même la dépression, l'isolement. D'ailleurs, il utilise une expression forte, il parle d'une double vie intérieure à ce moment-là. C'est-à-dire se persuader qu'on est hétéro, Hmm. tout en ayant des pensées, des fantasmes homosexuels. Et il essaie de mettre ça dans des cases, de séparer l'affectif qu'il imagine toujours avec une femme du sexuel. C'est fou de voir cette difficulté à accepter une part de soi qui contredit tout ce qu'on a appris. Et cette difficulté, cette lutte constante contre soi-même, ça peut déboucher sur ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée. Oui. C'est une forme de colère, de frustration, parfois même de dégoût, mais dirigée contre soi, contre cette partie de soi qu'on n'arrive pas à accepter. Et c'est d'autant plus fort, bien sûr, quand tout l'environnement social, culturel, religieux renvoie une image négative, anormale, mauvais. Et ces jugements extérieurs, on finit par se les approprier, malheureusement. Tout à fait. Et il y a un passage qui m'a marqué, qui illustre ça de façon assez brutale. Une séance de théâtre cathartique. Ah oui. On lui demande de faire face à son ombre projetée sur un mur. L'ombre symbolise son homosexualité qu'il rejette. Et il doit la frapper, lui crier sa haine. «Je te déteste, tu me dégoûtes!» Waouh. Et là, au milieu de cette violence contre lui-même, eh bien, il ressent soudain une pitié pour cette ombre. Il réalise que c'est une partie de lui qui souffre. C'est un déclic, même s'il dit que c'était fugace, que cette compassion était dure à tenir ensuite. C'est un moment très fort, oui. Ça montre bien que le combat est interne, mais qu'il est sans cesse nourri par ce qui vient de l'extérieur. Et l'auteur insiste beaucoup là-dessus, l'impact terrible du manque de représentation positive. Il fait une analogie, je trouve, très parlante avec le documentaire Black Barbie. Grandir sans jamais voir de couple homosexuel heureux, de famille, Hmm. ça rend quasi impossible de s'imaginer un futur où on pourrait être heureux soi-même comme ça. Ça attaque l'estime de soi, la capacité même à se projeter. L'invisibilité, ça apprend qu'on est hors norme. Et une conséquence un peu directe de ce manque de modèle masculin homo visible, c'est qu'il raconte s'être surpris, pour pouvoir ne serait-ce qu'imaginer une relation avec un homme, à s'identifier au rôle féminin. Oui, c'est ça. C'était le seul schéma relationnel avec un homme qui était disponible dans son imaginaire, nourri par la culture ambiante. Exactement. Et puis, il y a un autre front, une autre source de conflit majeur, la foi. Surtout dans le contexte catholique italien qu'il connaît bien. Quand la doctrine parle d'une inclinaison objectivement désordonnée, pour un jeune croyant, c'est une fracture psychique terrible. Comment on peut concilier sa foi, son amour pour Dieu, avec une part de soi qui est jugée comme ça? Il rappelle même que, historiquement, cette attirance a parfois été liée au malin, à des figures comme Asmodée, ce démon des péchés de la chair dans certaines traditions. C'est violent comme conflit intérieur. Et face à ça, il décrit des issues souvent extrêmes. Soit on se lance dans une sorte d'ascèse, on réprime tout pour coller au dogme, Oui, une vie de renoncement. soit on rejette tout en bloc, la foi qui semble nous condamner.
Mais lui, et c'est ça qui est intéressant, il partage son propre chemin vers une forme de réconciliation. Il parle de redécouvrir un message d'amour divin plus fondamental, au-delà des interprétations strictes. Et aussi l'importance de trouver du soutien des communautés de croyants LGBTQ+. Il cite Ilra Model Mandorlo, projet de Jonathan. Oui, des espaces où on peut intégrer les deux. Exactement, où foi et identité ne sont plus vues comme incompatibles. Finalement, ce témoignage, il illustre vraiment bien la complexité de ce chemin vers l'acceptation de soi. Ce n'est jamais une ligne droite, hein. C'est une navigation permanente entre ce qu'on découvre en soi, le poids des normes sociales, culturelles qui pèsent lourd parfois, et puis cette quête fondamentale de cohérence. Trouver sa place. Et cette quête, elle peut passer par des zones de conflit très intenses, comme celle qu'il décrit avec la foi institutionnelle. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion, pour nous tous. Finalement, comment est-ce que l'intégration de toutes les parts de soi, même celles qui semblent entrer en conflit avec les attentes extérieures, comment est-ce que ça peut enrichir une vie, la rendre plus authentique? Belle question. Et puis, de manière plus large, quelle est notre responsabilité collective? Comment créer des environnements, des espaces où chacun puisse faire ce chemin vers soi-même, vers son authenticité, sans avoir peur, mais plutôt dans la sécurité et le respect?